Bonsoir à tous, merci de nous suivre sur RTI 1, les titres de ce samedi soir. Lutter contre la grande criminalité dans le district d'Abidjan, c'est la mission principale de la brigade anti-criminalité. Elle vient d'être mise sur pied par la police nationale et elle est dotée de moyens humains et matériels adaptés pour atteindre ses objectifs de sécurisation des populations. Une nouvelle politique de salubrité a été officiellement lancée dans le district d'Abidjan. Elle fait partie des réformes engagées par le gouvernement ivoirien. Les populations ont également un rôle à jouer. Elles sont invitées à adopter des gestes éco-citoyens. À Bangourou, dans l'indénié Djoua-Blanc, les travaux de reprofilage de 860 km de route en terre ont été lancés hier vendredi. Il s'agit principalement de faciliter le déplacement des populations, mais aussi d'assurer l'écoulement des produits agricoles. Le Festival international du théâtre d'Abidjan réunit sur 5 jours et sur plusieurs scènes les amoureux des planches de plusieurs pays africains. La thématique explorée, théâtre et développement durable. Vous êtes sur RTI 1, bienvenue dans le 20h de ce 3 novembre. Tu n'épouseras pas ce chocolat. C'est le titre de l'œuvre au cœur de la page culture de ce soir. Un livre qui parle d'une belle histoire d'amour avec pour toile de fond le racisme, mais qui traite aussi des questions de terrorisme, de drogue et de cybercriminalité. Nous en parlerons tout à l'heure avec l'auteur Adam Konaté. Bonsoir. Bonsoir Fatou. Merci à vous d'être sur ce plateau. On se retrouve tout de suite après le point de l'actualité. Merci Fatou. Triste nouvelle pour démarrer ce journal. Aboudraman Sangaré, membre fondateur du Front populaire ivoirien FPI, a tiré sa révérence ce samedi. Le gardien du temple, comme l'appelaient ses proches, est décédé à l'âge de 72 ans. C'est une perte énorme pour le FPI, seulement 2 semaines après le décès de Marcel Gossio. La douleur est grande chez les frontistes, nous dit Michel Digré. Aboudraman Sangaré s'en est allé au petit matin ce samedi 3 novembre, emporté par une maladie. Le Front populaire ivoirien perd l'un de ses membres fondateurs, le fidèle compagnon de Laurent Gbagbo et de Simone. Sur sa page officielle, elle pleure un ami de tous les jours. Dans un communiqué de presse, Laurent Gbagbo salue avec déférence la mémoire de l'illustre disparu. Au-delà du Front populaire ivoirien, c'est toute la classe politique qui est affecté par ce décès. Ce que je retiens de lui, c'est un homme de caractère, qui a du caractère, qui exprimait des convictions très fortes, basées sur un raisonnement rigoureux. De telle sorte que vous l'ayez comme adversaire ou que vous l'ayez comme partenaire, lorsque vous avez des discussions, il n'était pas facile à convaincre. C'est avec beaucoup de tristesse que nous avons été informés. Je suis en mission hors du pays. Évidemment, la disparition de Sangaré est une perte de la classe politique. C'est un symbole de tout le combat politique qui s'en va. C'est un homme que nous respections par ses positions qu'il affiche et qu'il respecte, que nous respectons aussi pour sa fidélité. C'est une perte donc pour la Côte d'Ivoire et je voudrais ici présenter mes condoléances au Front populaire ivoirien, présenter mes condoléances à son épouse, à ses proches et disons à toute la classe politique ivoirienne. C'est la consternation surtout que en moins d'un mois, c'est une 3e personnalité politique de premier plan que nous perdons après Indori, Gossio et aujourd'hui Aboudraman Sangaré. Donc le PDC s'incline devant la mémoire de cet universitaire qui fut un des animateurs de premier plan de la vie politique ivoirienne et nous présentons nos condoléances les plus sincères attristées à ses familles biologiques et politiques. Les populations se prononcent sur la disparition d'Aboudraman Sangaré. Selon nous, en tout cas, c'était un vrai opposant. En tout cas, moi je le considère comme le premier opposant même actuellement sur le chiquet politique de la Côte d'Ivoire parce que, voyez-vous, quand on fait un peu l'analyse, en tout cas c'est lui qui par moment
Et quand ça ne va pas, par moment, décline les réalités de comment s'appelle la politique, la vie politique, voilà, sur notre, en tout cas sur notre pays. Je salue la mémoire d'un grand homme qui a participé durant un moment à l'édification de la Côte d'Ivoire, puisqu'il a été sur le régime du président Laurent Gbagbo, inspecteur général d'État. Le gardien du temple, comme l'appelaient ses amis, dépose ainsi les clés de la maison Frontis qu'il aura contribué à bâtir. Il sort définitivement de l'arène politique à l'âge de 72 ans, dont plus d'une trentaine de militantisme au sein du Front populaire ivoirien. La police nationale vient de se doter d'une nouvelle unité d'intervention. La brigade anticriminalité est basée à la préfecture de police d'Abidjan et elle a pour mission de lutter contre la grande criminalité dans le district d'Abidjan, à Boussanogo. Elle est la dernière née des unités d'intervention de la préfecture de police d'Abidjan. La BAC, la brigade anticriminalité, vient pour assurer la sécurité des personnes et des biens sur toute l'étendue du district d'Abidjan. Elle effectuera des missions d'opération rapide sur le terrain, non seulement pour réduire considérablement le temps d'intervention de la police en cas de besoin, mais également traiter avec célérité les zones criminogènes. Forte d'un effectif de 150 hommes et disposant de matériel adéquat pour faire face à toutes les velléités, la brigade anticriminalité travaillera en synergie avec toutes les autres unités sur le terrain. Nous allons dans un premier temps lutter contre deux phénomènes qui sont assez récurrents, les attaques au niveau des banques de jour et de nuit, les attaques de domicile dans la zone d'Angré-Château, dans la zone d'Abata, dans la zone de Bingerville, dans la zone de Port-Moué. Monsieur le chef du district, vous avez un objectif à atteindre. Et nous, à travers la direction générale de la police nationale, nous mettons ces moyens à votre disposition. Les moyens de lutte, les moyens de préserver la quiétude des populations. Le directeur général de la police nationale, Youssouf Kouyaté, a engagé cette nouvelle unité d'intervention à accentuer ses efforts dans la lutte contre la grande criminalité. La mise en place de la brigade anticriminalité ce jour vient renforcer le dispositif sécuritaire pour combattre la criminalité dans le district autonome d'Abidjan. Ainsi, je vous engage à faire preuve de professionnalisme, de probité dans l'accomplissement de vos missions. Je compte sur votre détermination pour que la brigade anticriminalité BAC de la préfecture de police d'Abidjan puisse atteindre ses résultats visés. La brigade anticriminalité a pour mission, entre autres, de lutter contre le grand banditisme, tenir des points d'ancrage dans les zones à risque déterminées par les chefs de district, participer aux missions de bouclage et d'interpellation dans les grandes opérations de la préfecture de police d'Abidjan, faire des pénétrations dans les quartiers pour combattre le sentiment d'insécurité, prévenir et lutter contre la délinquance. Autre lutte d'envergure dans le district d'Abidjan, celle en faveur de la salubrité et de la gestion moderne des déchets. La ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Anne-Désirée Ouloto, a procédé dans la nuit d'hier au lancement officiel de la nouvelle politique de gestion des déchets dans le district d'Abidjan. Grâce Kando. Boulevard jusqu'à Destin dans la commune de Trècheville ce vendredi 2 novembre. Il est un peu plus de 22h30. Scène inhabituelle. Sur place, plusieurs camions de ramassage d'ordures stationnés et un personnel très actif. Ce site a été choisi pour le démarrage effectif des nouvelles prestations de propriété dans le district d'Abidjan. Il s'agit des opérations de ramassage de déchets ménagers et assimilés dans le district autonome d'Abidjan. Nous allons démarrer les opérations d'abord par les communes du sud, Marcory, de Koumassi, de Port-Boué et de Trècheville. Ce démarrage est donc progressif et il devrait s'achever au plus tard le 15 décembre. On va mettre des coffres nouveaux, on va mettre beaucoup de bacs. En cette zone, on va mettre environ de 400 bacs. Avec tout cet équipement, on va être permanemment dans le terrain, à ramasser toutes les ordures. Pour le lancement officiel de cette nouvelle politique de gestion des déchets, 90 camions sur les 450 ont été mobilisés. Cette initiative du gouvernement a permis de créer plus de 3000 emplois dans le secteur de la salubrité. Je vais pouvoir
subvenir à mes besoins avec le salaire qu'on m'a proposé. Nous allons traiter tous les déchets que nous allons trouver sur nos passages. Le projet fait partie des réformes engagées dans le secteur. Aujourd'hui, nos opérateurs ne seront plus chargés seulement de la collecte des déchets dans l'agglomération d'Abidjan. Ils se sont engagés pour une politique de propreté, comprenant donc la collecte, y compris la pré-collecte, comprenant également le balayage, le curage des caniveaux, etc. Et pour améliorer justement ce service public, les opérateurs et l'État de Côte d'Ivoire se sont engagés dans le cadre d'un schéma moderne qui exige la construction d'infrastructures, de centres de groupage, de centres de transfert et, à terme, de politiques de valorisation et d'enfouissement des ultimes. Pour rappel, le démarrage des opérations de salubrité marque également l'ouverture du centre d'enfouissement technique où seront acheminés les déchets. Centre situé à Kosiouin, à une 50aine de kilomètres d'Abidjan. Et les populations ont aussi un rôle à jouer dans cette lutte contre l'insalubrité. La ministre de l'Assainissement et de la Salubrité les a sensibilisés à l'adoption de nouveaux comportements pour la salubrité de leur cadre de vie ce samedi pour la 21e édition de l'opération Grand Ménage. Dans les communes de Cocody et d'Abobo, ONG et jeunes volontaires n'ont pas ménagé leurs efforts. Direction San Pedro, la ville a elle aussi vibré ce samedi au rythme de l'opération Grand Ménage. Cette 21e édition a été lancée au Grand Marché de San Pedro, un choix stratégique selon les autorités qui veulent amener les commerçants à rendre le marché propre et plus fréquentable. Sam Kona. Nous sommes au Grand Marché de San Pedro. Chaque matin, Dame Ouedraogo Ramatou balaie devant son magasin avant de l'ouvrir aux clients. Je balaie. C'est pour rendre mon coin propre, pour moi-même ma santé et pour mes clients. Le coin qui est devant nous là, ça sent très fort. Si le camion rentre dedans, mais on ne peut pas s'asseoir ici. Malheureusement, peu de commerçants font comme Dame Ouedraogo Ramatou, ce qui a rendu le marché sale. L'insalubrité au Grand Marché de San Pedro, une préoccupation pour les autorités locales. L'opération Grand Ménage de ce premier samedi du mois de novembre a été consacré à ce marché. À l'aide de balais, de dabas, de pioches, de râteaux, de pelles et de brouettes, des volontaires sont venus appuyer les autorités pour curer les caniveaux, balayer et nettoyer les voies d'accès. Afin de préserver cette culture de propriété de son environnement, le secrétaire général des préfectures s'est rendu dans le marché pour sensibiliser les commerçants. Vous savez qu'aujourd'hui, on a une opération Grand Ménage dans le marché. Vous savez, oui. Mais malheureusement, on ne vous a pas vu. Les déchets et tout ce qu'on fait comme dégâts au niveau des ordures constitue un frein à la bonne santé. Donc le marché doit être tenu propre. Et cela dépend de vous d'abord. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous sensibiliser. Mais il va arriver un moment où nous allons passer à la phase de répression. Parce que nous n'allons pas laisser le désordre s'installer encore plus. Nous le savons tous que toute la ville est réunie au sein du marché et toutes les nourritures et les consommations viennent du marché. Donc c'est tout à fait normal que cet endroit-là, le lancement en termes de la salubrité, de la propriété, voilà, commence par là. Et nous continuerons en tout cas de sensibiliser nos commerçants, de sensibiliser en tout cas tous ceux qui sont autour de nous, de rendre leur environnement propre. Et ça y va de la santé. Et la direction régionale de l'assainissement et de la salubrité et l'Agence nationale de gestion des déchets mettront le cap sur le quartier cité pour l'opération Grand Ménage de décembre prochain. À Bangourou, dans l'Indénié du Blanc, 860 km de routes en terre sont en cours de reprofilage en vue de faciliter le déplacement des populations et aussi d'assurer l'écoulement des produits agricoles. Les travaux ont été lancés hier vendredi. Mamadou Kwasi. Voici un aperçu du nouveau visage de la route reliant à Bangourou à Bétier, dans la région de l'Indénié du Blanc. Cet axe, autrefois impraticable, a retrouvé un meilleur visage il y a seulement quelques jours. La route là, c'était vraiment gâté, surtout les côtes là. Nous les femmes là, on se lève, on pousse les voitures pour pouvoir faire monter. Donc maintenant, dans 2 jours là, ils ont commencé à faire la route là
franchement dit, ça nous plaît. Si chaque 3 mois on refaufilait, au moins c'était bon. Mais il faut des années avant de refaufiler. C'est ce qui fait que la voie est vraiment endommagée. C'est impraticable. Quand on monte dans le camion, on a peur. On ne sait pas si on va arriver. Les travaux de réfection de cette route internationale marquent le lancement officiel de reprofilage lourd de 860 km de route en terre de la région Lendene-Dioablé. Ces travaux qui vont durer 5 mois comportent quelques caractéristiques. La première opération va consister à dégager. C'est ce qui a commencé. Après le dégagement, il va s'en suivre le reprofilage avec un compactage pour vous permettre d'avoir une voie bien solidifiée. Et tout ce qui sera constitué comme point faible seront traités après que l'ouverture et le reprofilage aient été achevés. D'où la joie des transporteurs et des populations qui pourront désormais écouler facilement leur production agricole. Représentant le ministre Pascal Kwaku Abinan, président du conseil régional Lendene-Dioablé, Abdoulaye Tano a au nom des populations exprimé leur gratitude au président de la République, Alassane Ouattara, qui a facilité la réalisation de ce projet. Il a fait la promesse ferme de faire bitumer l'axe routier à Bengourou, à Boisseau, via Bétier, et ce serait chose faite. Je voudrais inviter l'ensemble des usagers de la route, les transporteurs, et surtout les utilisateurs des engins à 2 roues, nos frères, nos enfants, à la prudence. Le préfet des régions, Fadi Ouattara, a au nom du ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, invité les entreprises en charge des travaux au respect des cahiers de charges. C'est la période de récolte, nous sommes à la traite. Nos produits de café et cacao doivent être évacués dans de très bonnes conditions vers Abengourou et Abidjan. Donc les entrepreneurs, je vous invite à exécuter conformément au cahier de charges que vous avez, au marché que vous avez, d'exécuter les travaux comme il se doit. Je voulais également inviter la population, les cadres, les élus, les transporteurs à nous signaler toute défaillance. Pour la région Lendene-Dioablé, ce sont 800 km qui seront traités. Et ce projet s'inscrit dans le cadre du vaste projet national de reprofilage lourd de 40 000 km de route en terre pour un montant de 87 milliards de francs CFA, entièrement financé par le Fonds d'entretien routier, FER. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a été distinguée à Nairobi, au Kenya, pour sa contribution à l'évolution de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique en Afrique. 38 pays africains étaient en compétition pour cette distinction. Astou Touré. Bakayoko Liramata, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, primé à Nairobi, pour l'ensemble de ses actions au profit de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique sur le continent. Ce prix lui a été décerné pour sa contribution exceptionnelle à l'enseignement supérieur en Afrique. Une action du conseil d'administration du Forum régional des universités pour le renforcement des capacités en agriculture, en abrégé RUFORUM. Cette distinction a été approuvée par un ensemble de 105 universités de 37 pays africains. Bakayoko Liramata, anciennement présidente de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, puis ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a remercié ses pairs pour cet honneur. Membre de l'Académie des sciences d'outre-mer, le professeur Bakayoko Liramata est à l'initiative de plusieurs projets, au nombre desquels la création du pôle scientifique et d'innovation de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, un pôle qui héberge en son sein des unités de recherche industrielle URI. Un centre d'innovation et d'incubation start-up. Elle a aussi inscrit la démarche qualité au cœur des institutions d'enseignement supérieur, notamment par la création d'une direction générale de la qualité et des évaluations. Ce reportage de Sephora Zegui a été commenté par Amadou Ouattara. Comment faire face aux problèmes de financement qui minent la progression de la recherche en Afrique? C'est à cette problématique que des experts issus des 4 coins du monde vont répondre. Le forum annuel des organismes de financement de la recherche en Afrique s'ouvre le 5 novembre prochain à Abidjan. Amadou Ouattara.
La Côte d'Ivoire va abriter du 5 au 9 novembre prochain le forum annuel des organismes de financement de la recherche en Afrique, une co-organisation du programme d'appui à la recherche scientifique en Côte d'Ivoire, PASRES, et du Fonds de financement de la recherche scientifique en Afrique du Sud. L'Afrique produit moins de 2% de la production scientifique mondiale. Du fait que les grands bailleurs de fonds sur le plan international seront réunis à Abidjan, c'est une formidable opportunité qui est offerte à nos chercheurs et enseignants-chercheurs de les rencontrer, de mieux connaître leurs procédures et de saisir toutes les fenêtres d'opportunités de financement de leurs travaux de recherche. C'est la première fois que ce forum aura lieu dans un pays francophone. Plusieurs activités sont au programme, entre autres un symposium sur l'énergie solaire en Afrique, une cérémonie de distinction des meilleures jeunes filles scientifiques de Côte d'Ivoire. Les chercheurs attendent beaucoup de ce forum. La maladie n'est pas une personne et donc c'est un enjeu d'intérêt mondial que de trouver des molécules nouvellement bioactives contre le paludisme, contre le cancer, contre l'hypertension. Et donc, c'est vraiment une opportunité à ne pas rater que nous offre ce forum. Ce forum souhaite également inciter les jeunes filles à s'orienter vers les filières scientifiques. Ange Yoboué, doctorante en virologie, un exemple qui encourage celles qui hésitent encore. Quand j'étais encore en première année, j'étais contente lorsque j'apprends qu'une dame est en thèse ou en master. Je me disais, est-ce que je pourrais arriver à ce niveau-là? Et aujourd'hui, je suis là. La tenue en Côte d'Ivoire du forum annuel des organismes de financement de la recherche en Afrique bénéficie du soutien technique et financier du Canada, du Royaume-Uni, de la Suède et de l'Afrique du Sud. La recherche occupe aussi une place très importante dans le domaine agricole. Les filières coton et anacarde ont atteint des niveaux de performance appréciables quelques années après les dernières réformes qu'elles ont connues. Le volume de noix de cajou au titre de la campagne 2018 est de 700 000 tonnes, soit 20% de la production mondiale, classant ainsi la Côte d'Ivoire au rang de premier pays producteur mondial. Le Conseil coton anacarde prépare en ce moment son 3e salon pour les 8, 9 et 10 novembre prochains. Noël Niagno. Le Conseil coton anacarde sur le grill de la presse nationale à l'initiative des patrons de presse de Côte d'Ivoire avec 2 questions majeures. Quel est l'état des lieux de la gestion des 2 filières 5 ans après la réforme? Quelle sera la particularité du CIETA, Salon international des technologies de transformation de l'anacarde édition 2018, prévu le 8, 9 et 10 novembre prochain? Sur l'identité du CIETA 2018, Dr Adama Koulibaly opte pour l'exportation des inventions locales en matière d'équipement de transformation. L'ambition de la Côte d'Ivoire n'est pas durablement compatible avec des équipements qui viennent que de l'extérieur. Nous ne voulons pas que notre succès soit un feu de paille, à savoir donc on installe des unités de transformation qui fonctionnent pendant 1 an, 2 ans, et puis faute de pièces de rechange, parce que ces équipements viennent de l'extérieur, faute de pièces de rechange, alors les usines ferment au bout de 2-3 ans. C'est pourquoi donc, nous voulons créer un vrai environnement de la transformation qui part donc des équipementiers locaux et qui sont appuyés par le centre de technologie de Yamoussoukro. Sur l'état des lieux des 2 filières, les acquis sont notables 5 ans après la réforme. La Côte d'Ivoire occupe le 4e rang des producteurs de coton en Afrique avec un gain de productivité de plus d'1 tonne à l'hectare. Le volume de production est passé de 413 205 tonnes en 2017-2018 contre 360 000 tonnes en 2016-2017. S'agissant de l'anacarde, la Côte d'Ivoire pèse 20% de la production mondiale. Mieux, la politique de transformation prend son envol avec le prêt de la Banque mondiale. Dans notre agenda, nous avons enregistré 24 intentions d'investissement, dont 8 sur la plateforme de Korogo. L'ensemble des 24 intentions d'investissement représente 366 000 tonnes de noix brutes à transformer. Résultat de fin de parcours, les filières se portent mieux avec elles. Le Conseil coton anacarde. Dans le monde du sport, on s'intéresse à la finale de la Ligue des champions africains. Les Égyptiens d'Al Ali ont battu l'Espérance de Tunis 3-1 en match aller hier vendredi. Le résumé de la rencontre avec Oda Legbe.
C'est devant les 60 000 fans du stade Borg El Arab d'Égypte en délire que Walid Soliman ouvre la marque sur penalty à la 34e minute suite à une faute du gardien de l'Espérance de Tunis, Mouez Ben Cherifia, sur l'attaquant d'Al-Ahly, Walid Azaro. 1-0 pour Al-Ahly à la pause. Supérieurs à leur adversaire tunisien, les Égyptiens du Al-Ahly corsent l'addition moins d'un quart d'heure, soit à la 58e minute précisément par El Soulia qui reprend un ballon centré par Walid Soliman. Al-Ahly 2, Espérance de Tunis 0. Contre toute attente, Youssef Belila donne de l'espoir à l'Espérance de Tunis également sur penalty après avoir été bousculé par le gardien d'Al-Ahly, Mohamed El Chenaoui, à la 65e minute. Al-Ahly 2, Espérance de Tunis 1. Mais la joie des Tunisiens ne dure que 13 minutes. Le Al-Ahly corse l'addition grâce à Walid Soliman qui signe un doublé sur son deuxième penalty de la soirée. Al-Ahly 3, Espérance de Tunis 1. Le match retour dans une semaine à Tunis s'annonce très chaud. Aux États-Unis, la démocrate Stacey Abrams est en lice pour le poste de gouverneur de l'État de Géorgie. Si elle l'emporte le 6 novembre prochain, elle sera la première femme noire à être gouverneure dans l'histoire des États-Unis. Elle bénéficie du soutien de l'ancien président Barack Obama, qui s'est rendu sur place pour soutenir sa candidature. La course est serrée. Elle est au coude à coude avec son opposant Brian Kemp, soutenu, lui, par le président Donald Trump. Et on revient ici en Côte d'Ivoire. Le Festival international de théâtre d'Abidjan réunit sur 5 jours et sur plusieurs scènes les amoureux des planches de plusieurs pays africains. La thématique explorée, théâtre et développement durable. Franck Quadio. Dans les rues de Treichville, un spectacle à grandeur nature. La 8e édition du Festival international du théâtre d'Abidjan a ouvert ses portes. Une édition marquée par une approche didactique, partie du constat de l'inexpérience de la majorité des troupes théâtrales locales. Nous avons souvent des compagnies qui ne sont pas vraiment structurées, ne savent pas comment coordonner les choses. Donc le FITA a réfléchi là-dessus. Donc nous avons fait venir des partenaires, des formateurs pour former la jeunesse et les jeunes compagnies. La compagnie Siamois Expression et plusieurs amoureux du théâtre de toute la sous-région veulent ainsi apporter leur pierre à l'édifice. Les difficultés du théâtre en Afrique sont les mêmes. Le théâtre aujourd'hui se porte comme dans tous les pays où il y a le délaissement étatique, donc ça fait que ça souffre en Guinée un peu, mais on tient debout. Parce qu'au Bénin, à un moment donné, il y a eu un vide entre l'ancienne génération et la nouvelle. Et de plus en plus, la nouvelle génération en ce moment essaye, vaille que vaille, de faire porter ce théâtre vers les populations. Les récits classiques, c'est bien, mais se rapprocher davantage des préoccupations des populations, c'est encore mieux. Une démarche empruntée et vulgarisée par acteurs et participants. Le théâtre ne se met pas. C'est la jeune génération qui est tellement pressée. C'est parce que les gens sont tellement stressés qu'ils ne veulent plus s'asseoir dans une salle, écouter les textes émotionnels. Donc quand c'est comme ça, c'est difficile. Donc c'est juste ajouter un peu de grain d'humour pour que cette population-là, ce public-là qui vient nous regarder, se ressente dedans. Le théâtre, le conte, les arts de la scène donc de plus en plus sur le retour, de bon augure pour les prochaines échéances. Adam Konaté, rebonsoir. Bonsoir Fatou. Alors vous êtes là pour parler de votre livre, mais est-ce que vous seriez prêt à adapter une de vos œuvres au théâtre, pourquoi pas? Oui, mieux que le théâtre, le cinéma. Le cinéma. Ce serait un grand plaisir pour moi de voir ce livre adapté au cinéma et aussi sur scène. Tu n'épouseras pas ce chocolat, c'est le titre de l'œuvre dont nous parlons ce soir. Oui. Et cette œuvre traite des relations entre peuples de races différentes, l'union entre personnes de différentes classes sociales, des pratiques et des conceptions dépassées. Et c'est dans une écriture simple, réaliste et rythmée que vous entraînez le lecteur. Tu n'épouseras pas ce chocolat. C'est une satire des rapports humains. Et c'est l'œuvre au cœur de la page culture de ce samedi. Nous allons la décrypter avec Franck Quadio et on se retrouve tout de suite après. Les premières lignes mettent déjà les pieds dans le plat. Le texte décrit deux vies différentes qui tendront à se lier. Mais le problème, c'est que ces deux vies sont diamétralement opposées.
Une femme blanche issue des milieux aisés et un homme noir des milieux défavorisés qui s'aimeront. À chacune de leurs rencontres, elle pleurait et encourageait son ex-petit ami à rencontrer Bertin afin de... Les barrières sociales, le poids des préjugés et des traditions à l'épreuve de la force du sentiment purement amoureux. L'auteur, un professeur de sciences techniques, fruit de l'école coranique et de l'école classique, dévoile sa sensibilité, mais aussi son rapport avec les questions actuelles, cybercriminalité, terrorisme, entre autres, une façon de rester cartésien. Tu n'épouseras pas ce chocolat est le 3e roman de l'auteur, Adam Konaté. Alors Adam Konaté, avant d'en arriver au contenu même de ce roman, Adam Konaté est diplômé en génie mécanique dans une université polytechnique. Comment est-il arrivé à l'écriture? Merci Fatou. Je dirais plutôt que c'est la littérature qui est venue à moi. Et la littérature m'a choisi. Pourquoi? Parce que la petite histoire a commencé depuis l'école primaire, au cours élémentaire, où je savais déjà lire et écrire. Et très tôt, j'ai été sensible aux sonorités des textes, aux allitérations, aux assonances. Et à cet âge déjà, je mémorisais les textes du livre de lecture de ceux. Et j'ai senti qu'une graine était sémée en moi. Et plus tard, au collège, j'ai participé à ma toute première conférence animée par Jean-Marie Adjafi, et c'est ce qui a lancé le déclic. Ouais, un grand de la littérature ivoirienne. Alors sur cette première de couverture, on voit 2 personnages. Déjà, rien qu'à l'image, on constate qu'ils ne sont pas forcément adaptés. Déjà, ils sont sur une plage avec des talons hauts pour la dame. Qu'est-ce que vous voulez véhiculer par cette image? Bien, on regarde ensemble la première de couverture. C'est un univers marin. Le ciel est bleu, l'océan bleu, le banc de sable doux et 2 tourtereaux qui semblent vraiment heureux. Et quand on regarde le titre, tu n'épouseras pas ce chocolat. Et le chocolat, c'est une façon de désigner le noir. En réalité, vous et moi, notre couleur, ce n'est pas le noir. Et le noir, c'est pour nous dégrader. Et donc, j'ai préféré le thème chocolat pour désigner le noir et aussi l'ivoirien, parce que la Côte d'Ivoire est le premier producteur de cacao. Donc nous sommes des chocolats. Je prends plaisir à nous assimiler à des chocolats. Une belle dénomination. Votre livre parle donc de l'histoire d'amour entre un noir et une blanche. Est-ce, avec en toile de fond bien évidemment le racisme, est-ce que c'est une histoire vécue ou juste une sensibilisation, un message que vous voulez faire passer? Bien, et j'aime articuler la littérature et l'histoire, ou bien la fiction et la réalité. Donc tout ce que j'écris, c'est à la fois fiction et réalité. Et donc voilà, on retrouve les 2 éléments. On retrouve les 2 éléments. Oui. Vous allez nous expliquer un peu cette histoire d'amour entre Sacha et Zakat. Nous avons, en tant que lecteur, notre perception, hein, oui, mais des yeux de l'écrivain que vous êtes, nous aimerons savoir comment vous percevez cette œuvre. Et quand une femme blanche de la haute société tombe amoureuse d'un stagiaire noir de famille modeste qu'elle a reçu dans son entreprise pour une période de stage, ce n'est pas aisé pour le stagiaire. Et elle a de l'influence, elle trouve l'astuce pour l'amener dans son lit. Et il cède, mais en réalité, il ne l'aime pas. Et elle est déterminée, elle finira par se rendre dans son village parce que le jeune homme lui dira que mes parents n'aiment pas les noirs. Elle est blanche, pardon. Et c'est sur un fond d'esclavage connu par l'Afrique et puis ensuite de la colonisation. Mais déterminée, elle se rend dans le village du jeune homme et va affronter le père sans que le jeune homme le sache. Et c'est un village perdu de la Côte d'Ivoire et les Blancs y vont rarement. Et c'est devenu un phénomène de voir cette femme blanche qui vient demander la main d'un homme noir. Et quand elle part, le vieux il ne l'accepte pas. Le père de Zakat ne l'accepte pas. Et bon, plus tard, il y aura une intercession, celle de la mère de Zakat. Et quand Zakat va venir, et quand il va apprendre la nouvelle, alors qu'il n'est pas au courant, il rentre en colère contre Sacha. Et donc, mais on voit qu'elle a déjà brisé 2 tabous. Là, déjà une femme qui va demander la main d'un homme, oui, ensuite une femme blanche dans un village perdu de la Côte d'Ivoire. Oui. Sacha, elle est américaine, Zakat, il est ivoirien. Tout les sépare, mais qu'est-ce qui les unit, hein? Quels sont les obstacles qu'ils doivent surmonter pour être ensemble? Bien, il faut préciser qu'ils ont un seul capital commun, le niveau intellectuel. Sinon, tous les opposent. Ce sont 2 contraires. Et l'amour n'a pas de frontières. Elle, il faut signifier qu'elle vient d'une famille très raciste, depuis l'époque de l'esclavage. Et donc la haine des Noirs est transmise de génération en génération.
Déjà au lycée comme à l'université, elle n'a jamais aimé approcher les Noirs. Elle n'a pas imaginé qu'elle allait tomber amoureuse des Noirs quand elle a décroché un emploi pour venir travailler en Afrique. Et on dit souvent, c'est une écrivaine qui l'a dit, que l'amour se cache là souvent où l'on s'y attend au moins. Et elle est emballée, elle se bat, mais est-ce qu'elle parviendra à épouser Zakat? Il faut lire pour le comprendre. Il faut lire l'œuvre pour savoir s'ils vont réussir à se marier. Oui. Mais plus largement, est-ce qu'un tel couple peut résister aux pressions sociales, selon vous? Oui, je pense qu'il est bien qu'on surpasse le racisme. Parce qu'il y a deux aspects. Hein. Il y a l'aspect du racisme au niveau de la couleur de la peau et aussi au niveau social. Parce que la femme est beaucoup plus riche que ce jeune étudiant qu'elle a rencontré. Oui. Et oui, Zakat n'est pas intéressé par l'argent. C'est un enfant intègre, bien élevé par son père. Son père appartient au passé. C'est un homme difficile. Et malgré cela, il va céder. Et la difficulté va se trouver au niveau des parents de Sacha, notamment sa mère qui s'appelle Ruth, qui ne veut pas d'un mariage entre sa fille et un noir. Un homme chocolat. Oui. Dans les derniers chapitres de l'œuvre, vous traitez aussi des questions du terrorisme, de la drogue, de la cybercriminalité. Comment et pourquoi est-ce qu'on passe d'une histoire d'amour à ces thématiques qui sont d'actualité? Bien. J'ai fait en sorte qu'on ouvre le livre sur une intrigue romantique et qu'on finisse par une intrigue narco-terroriste. C'est l'actualité du monde. Oui. Et Bassam a été attaqué. C'est la raison pour laquelle j'ai dédié cet ouvrage aux victimes de l'attentat terroriste de Grand Bassam. Et il ne faut pas minimiser les menaces terroristes. Quand Yad Ag Ali, depuis le désert du Mali, a dit qu'il allait frapper jusqu'à la mer, on ne l'a pas peut-être pris au sérieux. Et quelques mois plus tard, Fakola, en République du Mali, à quelques kilomètres de la Côte d'Ivoire, a été attaqué. Et à notre grande surprise, Abidjan est frappé. Où? À Grand Bassam. Grand Bassam, c'est un symbole. C'est un patrimoine de l'UNESCO. Et c'est l'humanité entière qui est attaquée. Et donc, j'ai voulu retracer cet événement. Ensuite, faire une simulation d'un autre attentat qui va se dérouler devant l'ambassade des États-Unis. Bon, nous allons plutôt nous intéresser à l'aspect romantique dont vous parlez dans cette œuvre. C'est beaucoup plus gai. Alors, est-ce que vous avez dit qu'il fallait lire l'œuvre pour savoir s'ils vont effectivement se marier? Est-ce qu'ils vont réussir à surmonter tous les obstacles qu'ils rencontrent? Ils vont surmonter les obstacles. Mais de quelle manière? Mais de quelle manière? C'est toute la trame de l'œuvre. Oui. Alors, dans votre biographie, vous consacrez votre temps libre aux ateliers de lecture, d'écriture, à des conférences en milieu scolaire et universitaire. Quelle est l'importance de ces activités? Pourquoi en milieu scolaire? Bien, c'est la palissade que de dire que la lecture est très importante dans le cursus scolaire. Malheureusement, je suis enseignant, il faut constater que les élèves n'aiment plus lire. Et moi, je suis l'exemple type de celui qui lit et qui réussit vraiment à surmonter des difficultés, puisque j'ai fait l'enseignement technique, je suis allé au lycée technique. Et si j'arrive à écrire aisément aujourd'hui, ce livre, je l'ai écrit en une année, et c'est vraiment le résultat de la lecture. Et pourquoi notamment les lycées et collèges? Et je profite de l'occasion pour dire que j'ai une équipe avec d'autres écrivains. Nous allons vers les établissements pour rapprocher les écrivains, les livres du milieu scolaire, pour amener ces enfants à lire. Parce que même en apprenant son cours, on passe par la lecture. Donc la lecture est incontournable. C'est vrai que les réseaux sociaux ont aujourd'hui beaucoup d'influence et c'est juste pour nous apporter beaucoup d'informations et de façon très rapide. Pour asseoir de la connaissance, pour acquérir de la connaissance, il faut nécessairement lire. Alors, nous allons prendre ensemble le livre. Oui. Donc, tu n'épouseras pas ce chocolat à l'arrière de couverture. Vous allez nous lire juste le tout premier paragraphe. Quand une femme blanche de la haute société tombe amoureuse d'un stagiaire noir de famille modeste, il faut du coffre au couple pour surmonter toutes les barrières sociales. Sacha et Zakat y parviendront-ils? Alors, c'est sur cette question que nous allons mettre fin donc à cet entretien. Vous l'avez dit, il faut lire l'œuvre pour savoir s'ils vont parvenir à être ensemble, surmonter le racisme, surmonter les barrières sociales. Oui. Merci à vous, Adam Konaté, d'être venu sur ce plateau. Tout le plaisir est pour moi. Merci, Fatou. Merci à tous de votre attention et très, très bonne fin de soirée sur RTI 1.